Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Talking Positive Podcast, le podcast où l'on discute d'éducation bienveillante et positive des animaux. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet de santé vétérinaire essentiel, le syndrome de dilatation-torsion de l'estomac chez le chien, plus connu sous le nom de torsion d'estomac. Ce syndrome, aussi rapide que redoutable, touche principalement certaines races de chiens, mais tout le monde peut être concerné. Alors comment le reconnaître, le prévenir et surtout comment réagir? Pour nous éclairer, j'ai la chance de recevoir Céline, vétérinaire à Lyon. Vous l'avez peut-être reconnu du podcast précédent, le sida du chat. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Cet épisode vous concerne, car comprendre, c'est déjà mieux protéger. Bon épisode à tous. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter du coup? Ouais, carrément. Du coup, moi, je suis vétérinaire depuis 5 ans et demi, bientôt 6 ans cet été. J'ai fait mon école à Nantes, et j'ai travaillé à Nantes, à La Réunion, et maintenant je travaille sur Lyon. Ok, ah oui, t'as fait plusieurs carrément Ouais. endroits à ce point-là. Ouais. Et il y a une grosse différence alors entre les animaux de La Réunion et Oui. chez nous? En fait, il y a une grosse différence selon là où tu habites, Ouais. en ville, en milieu rural, ou carrément aussi à La Réunion, où là, t'avais, lié à l'errance animale aussi, tu as beaucoup plus de choses différentes, des traumas, des choses comme ça. Donc ouais, c'est hyper intéressant, même en centre-ville de Lyon, c'est pas la même pratique qu'en banlieue lyonnaise. Moi, j'ai travaillé dans les deux, Ok. et en fait, c'est hyper drôle parce que tu vois pas les mêmes choses. Ouais. T'as pas les mêmes risques de mode de vie, enfin, c'est hyper intéressant. T'as fait un petit peu tous les animaux ou est-ce que c'est quand même concentré chien, chat, Chien, nac? chat et nac. Mm. Chien, chat, lapin rongeur, personnellement. Ok. Dès que ça a des plumes ou des écailles, j'arrête. Donc aujourd'hui, on va parler de la torsion d'estomac. Ouais. C'est quoi exactement la torsion d'estomac chez le chien? En fait, là, on parle du SDT, donc c'est le syndrome dilatation-torsion de l'estomac. C'est une entité médicale, en fait, qui peuvent agir ensemble ou séparément. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir une dilatation sans torsion, Ok. et la torsion arrive après une dilatation. En gros, c'est quand l'estomac est plein, et après un effort physique ou un stress, il se dilate, notamment à cause de fermentation bactérienne, en fait. Et en se dilatant, il peut engendrer une torsion. C'est D'accord. là que les problèmes commencent. Et du coup, pourquoi cette pathologie, elle est aussi grave et aussi urgente? Elle est grave parce qu'en fait, de par la dilatation de l'estomac, tu as une compression des vaisseaux autour. Ok. Et selon les vaisseaux qui sont comprimés, par exemple la veine cave caudale, qui irrigue tout l'abdomen, si je puis dire, et qui part du thorax, tu peux avoir un choc hypovolémique, du coup par non-distribution de sang, et tu peux avoir aussi une nécrose de l'estomac parce que les vaisseaux qui irriguent l'estomac sont comprimés. En fait. D'accord. Donc tu as plein de risques, que ce soit au niveau de l'estomac ou ailleurs dans le corps de l'animal. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose dont un animal peut se sortir sans opération ou est-ce qu'on est toujours obligé de passer par la chirurgie? Il n'y a pas de consensus. Ouais. En gros, s'il y a une dilatation sans torsion, tu peux, en trocardant l'estomac, c'est-à-dire en mettant une aiguille pour que l'air sorte, et sonder l'animal, et aussi pour que le contenu sorte et les liquides sortent et le gaz sorte, tu peux faire que l'estomac soit plus dilaté. Mais le risque de récidive est énorme D'accord. si tu n'opères pas. Mm-mm. Et que s'il y a une torsion, là le seul geste qui puisse le sauver, c'est la chirurgie. D'accord. Et du coup, quelles sont les races les plus à risque à développer ce syndrome-là? Les grands, mais les races géantes est vraiment très grande. Donc, comme tu l'as dit, il y a des races prédisposées. Et ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas en faire, hein, mais Oui. les races prédisposées, donc c'est les dogs allemands, les grands bleus de Gascogne, les grands chiens de chasse. Mais après, tu retrouves aussi des rottes, vraiment des gros chiens comme ça. Ça peut arriver chez les plus petits et chez les chats, mais c'est vachement plus rare. Et du coup, pourquoi les grands chiens à thorax profond sont-ils plus touchés que les autres en général? Il n'y a pas de... Enfin, les études sont pas fermées là-dessus, mais en gros, elles pensent que c'est lié au rapport entre l'œsophage et l'estomac, la localisation, enfin la conformation du truc qui fait que c'est plus propice à ça. D'accord. Et un petit chien ou un croisé, est-ce qu'il peut être concerné malgré tout? Donc oui, tu le disais, Oui. en soi, Mais franchement, il y a moins de risques. ouais. À quel âge est-ce que ça se déclare souvent? Est-ce qu'il y a un âge, est-ce que l'âge influe en fait sur l'apparition de... L'âge, il influe sur l'apparition de ça. En gros, plus l'animal vieillit,
plus il est à risque. D'accord. En gros, statistiquement parlant, si on veut en avoir un ordre d'idée, c'est 30% de plus de risque par an. D'accord. En gros. Ah oui. Parce que le ligament en fait hépatogastrique, qui permet de, entre autres, il se détend avec l'âge et du coup on est plus à risque de torsion. Alors on va parler un petit peu du rôle de la génétique. Certaines races, donc comme on l'a dit, comme le dog allemand, le Saint-Bernard, le setter irlandais, présentent des risques de SDTE jusqu'à 10 fois supérieurs à la moyenne. Oui. Donc à la source, on a AVMA Journal de 94. Il y a aussi une étude de 2020 qui confirme des facteurs de susceptibilité génétique liés à la morphologie et l'hérédité. L'analyse de pédigré chez le setter irlandais montre un lien clair entre consanguinité et fréquence de SDTE. Yes. J'ai plein de notes, alors laissez-moi le temps de vous les lire. Le SDTE est donc une maladie multifactorielle, mais avec une part génétique avérée, justifiant parfois des mesures préventives ciblées comme la gastropexie prophylactique. Qu'est-ce que c'est ? En gros, la gastropexie prophylactique, c'est on fixe l'estomac à la paroi abdominale. Ce qui est aussi le geste chirurgical post. C'est ce que vous faites quand quelqu'un vient avec quand un animal vient avec une torsion. Ouais, d'accord. Entre autres. Et en fait, on le fait préventivement sur ces races-là. Honnêtement, moi, je le conseille vraiment sur les races que tu as citées. Lors d'une stérilisation, par exemple. En fait, oui, pour en profiter. Quitte à ouvrir l'abdomen, en fait, autant fixer l'estomac, quoi. Franchement, c'est un geste entre guillemets simple une fois qu'on a été entraîné à. Et c'est hyper bien préventif, quoi. Et ça reste une opération quand même lourde ou en soi Non, parce que en fait on fait juste une incision sur la paroi de l'estomac et sur la paroi de l'abdomen et on les fixe ensemble. D'accord. Et après c'est du bout à bout en fait de bord de plaie. Bon, c'est un petit peu comment dire, ça demande de la finesse et de l'habitude d'opérer sur un estomac, bien sûr, mais non. Et du coup, on conseille de faire ça, la gastropexie, environ vers quel âge chez le chiot ? Si tu dis vers la stérilisation, c'est à peu près quelle tranche d'âge ? Bah du coup, vers 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans. Sur des grandes races comme ça. Si un chien a déjà fait une torsion et a été opéré, est-ce que ça peut revenir quand même ? Tout à fait. Ouais, ça t'est déjà arrivé, toi ? Moi, non. Parce que là, je fais beaucoup d'urgences, mais j'en faisais peu avant. Okay. Et c'est des trucs que tu vois vraiment dans les structures d'urgence. Souvent le soir, après le repas du soir. Donc tu vois, les structures de jour, elles ne le voient pas trop. D'accord, oui. Donc, c'est surtout les urgences de nuit qui le voient. Et du coup, oui, c'est... Mais en fait, du coup, c'est pour ça que quand on opère un chien d'une torsion, on fixe l'estomac. Ouais. Et donc là, il y a moins de risques. Mais comme l'estomac était tellement abîmé pendant le truc, alors que quand on opère, quand on fait en prophylactique, l'estomac est sain. Il n'a pas eu de souffrance liée à la torsion. Et du coup... oui, c'est pas impossible que ça recommence. Mais normalement, avec l'apexie... Oui, c'est le but en soi. C'est ça. De toute façon, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle de plus préventif pour la torsion d'estomac. Ça, et bien sûr, aménager les habitudes du chien aussi. Donc, tu conseilles quoi, du coup ? Du coup, en fait, ce qui est recommandé, c'est après un repas, zéro activité. Et ce, pendant 1 heure, voire 2, quoi, sur les races prédisposées. Le temps d'un peu de digérer, etc. Le temps d'une vidange gastrique, un petit peu, quoi. Et du coup, tu penses quoi des repas fractionnés ? Est-ce que c'est une bonne manière de fonctionner ? Est-ce qu'on peut quand même, avec du volonté ou du fractionné, réussir à éviter ce genre de choses ? Ça dépend ce que tu appelles fractionné, mais en 2-3 repas, par exemple, par jour ? Tu limites le risque. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est sûr qu'un gros repas est plus à risque. Donc au final, une ration, par exemple, le matin ou le midi ou en pleine journée, c'est pas forcément la bonne solution pour limiter. Ok. On va revenir un petit peu sur la génétique. Du coup, on sait que c'est avéré. Ben, du coup, est-ce que ce serait pas quelque chose qui serait à prendre en compte dans la reproduction ou dans l'élevage ? Ouais, comme on disait tout à l'heure, moi j'ai pas trop de recul là-dessus. Ouais. Mais ça me paraît faire sens. Oui, c'est ça paraît assez logique. Après, sur certaines races, malheureusement, dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu arrêterais la reproduction, je pense, alors les dogs allemands. Alors que bon, voilà, il faut juste faire attention à ces races-là, mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. On va parler des facteurs de risque et donc déclencheurs. On a parlé un petit peu des habitudes qui vont favoriser l'apparition. Est-ce que courir, jouer, du coup, manger, juste après manger, c'est vraiment dangereux ? Oui. Ouais. Est-ce que le stress est souvent cité, pardon. Comment est-ce qu'il agit concrètement sur l'estomac du chien ?
Alors effectivement dans les études, mais c'est vraiment c'est surtout un retour des propriétaires. Ok, En récupérant ces infos-là, les propriétaires rapportent, enfin c'est plus fréquent d'avoir des DTE sur des chiens plus sujets au stress. d'accord. Et c'est moins fréquent chez les chiens qui sont entre guillemets pas stressés quoi. Comme c'est lié à une fermentation, enfin la dilatation, s'il y a une fermentation, il y a une trop grosse présence de gaz dans l'estomac. On sait que le stress et la digestion peuvent faire mauvais ménage. Chez l'humain, chez le chien, c'est pareil. Donc peut-être qu'il y a une piste là-dessus aussi. Et du coup, est-ce que certains types de nourriture sont plus risqués que d'autres? J'ai pas l'information. J'ai pas dans mes cours, dans la biblio, ça revient pas. Ouais. Donc à mon avis, non. Faut pas se prendre la tête là-dessus. Ce qui joue beaucoup, c'est le volume alimentaire. Donc comme tu disais, plutôt des repas fractionnés, ça aura plus d'impact. Pareil, on parle souvent de... Enfin, l'ancienne génération, moi je vais prendre l'exemple de mon papa par exemple, ils étaient vraiment sur quelque chose où on disait c'est important de changer les croquettes souvent. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une fausse bonne idée. Ouais, voilà. Ouais. Il y a un temps en plus un peu long pour passer d'une croquette à l'autre, il faut Une penser à la transition alimentaire, etc. Et c'est vrai que c'est pas souvent fait. Ouais. Mais comme on disait en off tout à l'heure, en soi, la nutrition c'est super dur. Il y a Ouais. plein de gens qui sont en train de se spécialiser dessus. Bien sûr. Il y a plein d'études qui font des marches avant, marches arrière, comme chez les enfants. On parlait de la farine, du sang glucide. C'est vrai que la farine, on y revient un peu, on passe un peu... Ouais, on revient un peu en arrière parce qu'on a beaucoup remplacé la farine par le petit pois et en fait on se rend compte que c'est peut-être même pire que la farine et qu'il faudrait peut-être favoriser la pâte à douce. Après c'est vrai qu'on n'a pas assez le recul parce que c'est tellement récent. Après, si on parle de nutrition, à chaque fois c'est ce que je dis aux gens en consultation, je leur dis il faut revenir à la base, c'est quoi la nutrition? Donc c'est des macros et des micronutriments. Macronutriments, protéines, lipides, glucides, et micronutriments, vitamines, minéraux, tout ça. Il faut essayer d'écouter les professionnels et de pas écouter le reste, tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, tout ça. C'est bien pour certaines choses, pour d'autres, je trouve que ça fait l'effet inverse. Et en nutrition, je trouve que les gens en fait se perdent maintenant. Malheureusement, ils trouvent pas les bonnes infos et pensant bien faire font mal parce qu'ils se font avoir ou qu'ils ont voilà. Et ce qui peut marcher sur l'un ne peut ne pas marcher sur l'autre. Donc aussi écouter ce qu'un propriétaire dit. Et je vais en faire un post parce que voilà, ça me revient tellement tout le temps en consultation. Chaque animal est différent et c'est tout là où le professionnel dans la nutrition, donc un vétérinaire, nutritionniste ou non, a sa place et c'est là où il pourra aiguiller les personnes. Et du coup, il faut aussi, un truc que je dis beaucoup aux gens, c'est que le chien, c'est une espèce qui a évolué avec l'homme. On est très loin du loup et compagnie. Et du coup, comme il a évolué avec l'homme, son alimentation a évolué avec l'homme. Donc c'est un animal qui a depuis toujours mangé un repas omnivore avec des céréales. Et le chien est totalement capable, un chien sain en bonne santé, bien sûr, qui n'a pas de problème de digestion ou de peau, est tout à fait capable de digérer des glucides. Au contraire, il a besoin d'avoir une quantité de glucides pour pouvoir bien correctement digérer les protéines. Ok. Donc le sang céréales, on y revient, parce que les études montrent aussi que ça prédispose au surpoids et aux maladies cardiaques chez le chien, là si on parle que du chien bien sûr, et la digestibilité, selon ce qu'ils utilisent dans la croquette. Oui, c'est ça, c'est vraiment selon ce qu'ils utilisent. Voilà. La digestibilité est vraiment, et pas forcément optimale. Mais comme chez l'homme, c'est marrant parce que en ce moment on a beaucoup on enlève la farine, on enlève le blé, on passe à autre chose, on dit que le riz est beaucoup plus digeste. Donc déjà dans les croquettes, maintenant il y en a de la fécule de riz remplacée par les légumineuses. Même les légumineuses, il y a plein de choses. Digeste. Ouais. Du coup, je voulais parler de l'utilisation de la gamelle anti-glouton avec toi et des gamelles qui sont rehaussées. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, gamelle anti-glouton, moi je le recommande tout le temps à tout le monde, tous mes patients, chiens, chats, parce que nos animaux aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont très gourmands. Et du coup, même pas forcément par rapport à l'hydratation, mais juste pour une meilleure satiété, et aussi forcément pour l'estomac, de prendre l'alimentation plus lentement, c'est quand même beaucoup plus physiologique et mieux pour la santé digestive
et mentale de l'animal, quoi. D'accord. Donc oui. Gamelle rehaussée, on y revient. Oui, c'est ce qu'il me semble avoir vu justement, qu'on disait que fait. la position dans laquelle il Ouais. boit, au final, ça favorise l'entrée d'air, le fait Exactement. de rehausser... On rehausse plus maintenant. Ouais, Les seuls patients pour lesquels je rehausse, c'est ceux qui ont un méga œsophage. d'accord. Un œsophage qui est dilaté, qui fait que du coup, s'ils ne mangent pas en hauteur, ils revomissent. C'est les seuls patients pour qui je recommande une alimentation, une prise haute. Sinon, pas du tout. Ok. On va parler un petit peu des symptômes à reconnaître. C'est quoi les tout premiers signes visibles d'un début de torsion, justement ? Alors déjà, c'est un abdomen qui gonfle. Vraiment, ils me disent, l'animal il a gonflé, mais genre Ah oui, ok. en quelques minutes, l'animal gonfle, et puis ça fait vraiment ballon de baudruche, quoi. Avec... s'il y a une torsion, il y aura des efforts vomitifs non productifs, c'est-à-dire qu'il va essayer de vomir, mais il n'y aura rien qui sort parce que il y a une torsion. Mais oui. Et en début de dilatation, s'il y a une dilatation sans torsion, il peut y avoir des vomissements. Vraiment, un abdomen qui gonfle, un animal qui vomit, ça fait tilt. Ou un animal qui gonfle, qui essaye de vomir et qui n'y arrive pas, là, ça fait encore plus tilt. Et du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir des maîtres qui confondent justement parfois des troubles digestifs un peu plus bénins et qui viennent un peu par peur de venir vérifier si tout va bien ? Moi, je préfère ça que Oui, l'inverse. c'est clairement. Ça met pas... Enfin, en général, les gens ou les chiens où ils font un SDTE, les gens savent que l'animal est prédisposé. Ouais. Donc, et ils se trompent rarement, je trouve. Et combien on a de temps environ en moyenne pour agir avant que ce soit trop tard ? J'ai pas de réponse. Ouais, vite. Ça Plus dépend, vite ça possible. dépend de chacun parce que, encore une fois, on peut avoir une dilatation sans torsion. Et là, c'est moins problématique. S'il y a une torsion, j'ai envie de dire chaque minute compte parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des patients qui arrivent et qui soient déjà morts. Ouais. Avant d'arriver en consultation ou qui arrivent et qui soient, comme on dit, subclaquants et on fait une prise de sang et on voit qu'il y a des paramètres qui sont explosés et là, on se dit, ouais, c'est chaud, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on peut prévenir complètement la torsion ou seulement éviter les risques ? On peut, rien n'est à 100%, mais on peut la prévenir énormément en faisant une pexie prophylactique, en fractionnant les repas et en ne faisant aucun effort post-prise alimentaire. On va parler des conduites à tenir. C'est quoi les bons réflexes à avoir justement si on suspecte une torsion chez son chien ? Aller chez le vétérinaire tranquillement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire sur place en attendant l'arrivée chez vous justement ? Rien. Mis à part calmer l'animal. Parce que nous, si tu veux, ce qu'on fait, c'est direct perfusion. Je te disais une gastrosynthèse réductive et on sonde. Et ça, c'est des gestes que... Oui, seuls les vétérinaires pour faire. Ouais, en fait, mis à part rassurer le chien. Ouais, aller chez le vétérinaire direct, ça. Non. Qu'est-ce qu'il ne faut du coup surtout pas faire, parce qu'on entend parfois dire qu'il faut faire vomir son chat ou son chien le plus vite possible. Est-ce que c'est un geste à avoir ? Non, pas du tout. Et donner à on boire, le fait pas. Il faut Non. rien faire, c'est vraiment Non. on le prend et on s'en va le plus Au vite contraire, possible. donner à boire, ça fera l'effet inverse. Non, nous, si tu veux, nous on fait rien rentrer par voie orale tant qu'il n'a pas été détordu et épexié. Est-ce que tu penses que l'heure de nutrition, du coup, ça a un impact ? Non. C'est vraiment juste Non, ça savoir dépend de son mode contrôler de vie, ouais. par rapport à l'activité qu'il pourrait y avoir derrière. C'est Exactement. vraiment concentré sur ça. Exactement. Quel message tu voudrais faire passer à tous ceux qui vivent avec un chien à risque ? De pas trop se prendre la tête et que si on adapte l'heure des repas au mode de vie de l'animal, il n'y a pas de risque, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec le mien, même s'il n'est pas à risque, il mange à des horaires hyper variés, du coup, parce que j'adapte selon son mode de vie. Il ne mange pas à horaire fixe. Et le soir, par exemple, il mange quand je vais me coucher, quoi. Où là, je sais qu'il ne va plus rien se passer. Comme je te disais tout à l'heure aussi, attention aux ceux qui ont des jardins. Ouais. Si on donne à manger le soir ou le matin, n'importe, ne le laissez pas aller dans le jardin sans surveillance, quoi. Parce que s'il se met à faire des dingueries, à se rouler, à courir, c'est dangereux. Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'informations justement sur cette pathologie auprès du grand public ? Oui. Ouais, les gens sont quand même plutôt bien avertis en général, les propriétaires de ces chiens-là. Je trouve que les propriétaires de ces chiens-là savent. Je sais pas si c'est les éleveurs qui ont bien fait le travail ou si c'est à force d'en avoir, parce que c'est quand même fréquent en urgence. Je pense qu'à force, ça se sait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou des histoires justement de chiens que t'as récupérés qui étaient en torsion ? Non, parce que j'en ai pas fait tant que ça. C'est que très récent que je fais des urgences là.
Et forcément, là, j'en ai eu. Tous ceux que j'ai eu, c'est des gros chiens de chasse, des grands bleus de Gascogne, en fait, où le propriétaire, les chiens sont en chenil, donc moins de surveillance. Ouais. Et après le repas, il s'est baladé tranquille dans le chenil, et là, patatras, quoi. Donc c'est juste ça. Bon, bah écoute, merci en tout cas de nous avoir apporté toute ton expertise. Avec plaisir. J'espère que l'expérience t'aura plu aussi. Ouais, grave. Écoutez, je vais vous mettre tous leurs réseaux sociaux en lien en description parce que vous les avez vus passer, mais il y a deux petits loups qui font plein de choses sur les réseaux sociaux, donc je vous mettrai tout ça en lien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à vous abonner, à nous laisser des commentaires aussi si vous avez des questions pour Céline, n'hésitez pas, on y répondra, carrément. On restera à l'affût. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Time.